Bonsoir. Ça ne marche pas. Bonsoir. Bienvenue à la Comédie de Genève. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un grand plaisir pour nous d'accueillir aujourd'hui le festival Les Créatives, festival pluridisciplinaire féminin et féministe. Quand les deux co-directrices m'ont proposé de collaborer, j'ai évidemment dit oui, tout en disant oui, mais on est des très mauvais représentants pour notre première saison, car évidemment, il n'y a pas assez de femmes dans notre programmation. Je préfère jouer franc jeu. On a donc discuté, parlé, en leur disant, voilà, moi j'avais une vue sur la suite des programmations, en leur disant, je sais qu'on va devenir vraiment meilleur à l'avenir, et jugez-nous sur les 3 prochaines années. Ceci étant dit, évidemment que c'est un thème qui m'importe, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je co-dirige cette institution, et j'ai cette chance, et aussi je dirais ce devoir envers les autres femmes de dire, prenons le pouvoir, parce que je pense qu'on peut faire changer les choses. La présence des femmes, elle doit être à la mise en scène, mais elle doit être aussi sur les plateaux. En tant que comédienne, j'ai toujours eu à jouer des femmes soumises, des femmes mères, des femmes victimes. Et j'avais envie de jouer des rôles de femmes fortes qui n'étaient pas forcément écrits dans les textes classiques. Ensuite, je me suis dit que j'allais me diriger... Il y a quelqu'un qui fait la moue, mais on en parlera après. Il y a aussi des femmes fortes, mais dans les textes classiques, vous trouvez qu'il y en a ? Ouais. Peut-être que j'ai pas eu de chance alors. Je voulais juste dire un petit message personnel et après je vous promets je me tais. Je pense que j'ai la chance de faire partie d'une génération où il n'était plus possible, je donne un exemple dans les jurys par exemple pour les concours, qu'il n'y ait que des hommes. Je pense que je serais née 10 ans plus tôt ou 15 ans plus tôt, on n'aurait même pas pensé à ce qu'il y ait une femme de service dans les jurys. J'ai souvent été la femme de service, la Suisse de service et la femme de service, la double peine, si vous voulez. Et grâce à ça, en tant que femme, qui avait l'envie d'être dans des postes à responsabilité, et j'espère la compétence, l'avenir nous le dira, eh bien, j'ai vu que j'étais entourée d'hommes, et qui étaient certes intéressants, mais que j'avais aussi ma place. Et si je n'avais pas eu la possibilité d'être dans ces jurys pour m'en rendre compte, eh bien, tout simplement, j'aurais peut-être pas fait ce cheminement et ce travail de confiance pour postuler un jour à un poste à responsabilité. Voilà, c'est ma petite réflexion personnelle. Donc, je suis contente que les choses évoluent, que les choses changent. Et à titre personnel, évidemment, nous, Denis Maillefert et moi-même, c'est un sujet qui nous importe. Voilà. Bienvenue, débattons, parlons, sujet important. Je laisse la parole aux 2 co-directrices du Festival des Créatives. Beaucoup. Bonsoir. Merci à vous d'être venus aussi nombreuses et nombreux, d'avoir affronté le froid et ce climat terrible pour être avec nous aujourd'hui. Merci à vous qui êtes là ce soir et merci aussi à toutes les personnes qui sont avec nous depuis ces quelques jours. La 14e édition du festival que Dominique et moi avons le bonheur de co-diriger a commencé il y a une semaine, un peu moins, 6 jours. Et on se rend compte que la question de où sont les femmes, qui est finalement une question qu'on traite de manière transversale dans l'ensemble de notre programmation, attire l'intérêt. Et je crois que votre présence ce soir montre que c'est un thème qui est plus que jamais d'actualité. Oui, et puis maintenant, pour en venir vraiment à l'événement qui se déroule ce soir, je vais en faire un petit peu la genèse. On a repris l'année passée, Anne-Claire et moi, après avoir fait la programmation de l'édition dernière, la direction du Festival des Créatives. Et forcément, quand on est à la direction d'un projet qui était avant géré par une commune et les salariés de cette commune, on part à la pêche aux subventions, au financement. Et lors des nombreux rendez-vous qu'on a eus, on se retrouvait toujours confrontés au fait nous, on exposait le projet du festival qui part du constat d'une sous-représentation des femmes dans le milieu culturel et sur les différentes scènes. Et puis à chaque fois, on nous opposait le fait de ne pas avoir de données chiffrées. Et effectivement, en Suisse, il y a très peu de données chiffrées sur cette question. Donc on sortait les chiffres français, on sortait les quelques chiffres suisses, voilà, qui se trouvent derrière moi. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a 50% d'étudiantes dans les écoles d'art. Et puis après, il n'y a que 8% de musicienne dans le rock, le jazz, la pop en Suisse, selon une étude de Helvetia Rock menée en 2016.
Et puis 20% de subventions dans le cinéma, selon une étude du SWAN menée en 2017. Et puis ces 20%, eh ben, ils sont plutôt accordés pour des petits projets. Donc voilà, après avoir présenté ces quelques chiffres, on regardait du côté de nos voisins français qui font un recensement avec des statistiques et qui montrent la grande disparité qu'il existe entre hommes et femmes dans le milieu culturel. Et puis, suite à ça, on a rencontré de nombreuses fois Virginie Keller, avec qui on collabore sur cet événement en particulier. Et on a réfléchi sur comment ça allait se dérouler, est-ce qu'on fait une étude. Et finalement, l'aboutissement de nos réflexions, c'est cet événement qu'on vous propose ce soir. L'ambition de cet événement, c'est pas que nous, on tienne le crachoir, on va partir dans un instant. L'ambition qu'on a, c'est que c'est pas une table ronde ce soir, c'est pas une conférence. Ce que c'est une discussion. On a envie que ce thème, vous l'appropriez aussi. On sait que certains d'entre vous ont préparé des questions, des remarques. On voulait commencer cette soirée en donnant la parole à celles qui font la culture, et donc on a invité 2 artistes, Maïtou Perret et Anne Guizang, qui vous seront présentés dans quelques instants. On a aussi invité Philippe Bischoff, le directeur de Pro Helvetia, qui a quelque chose à nous dire. Et puis on a invité des personnalités politiques de Genève, Monsieur Sami Canaan, actuellement maire de Genève, Madame Stéphanie Lamarre en tant que présidente de la commission culturelle de l'ACG, mais également conseiller administratif de Carouge, et puis Monsieur Apotello, conseiller d'État en charge du département de la cohésion sociale. Ils sont là parce qu'ils ont des choses à nous dire, mais ils sont aussi là pour qu'on discute ensemble, en fait. On n'a pas envie que ce soit une table ronde classique, on a envie de pouvoir réfléchir ensemble avec vous pour poser des constats. On va le faire dans un premier temps et puis ensuite chercher des solutions. C'est vraiment la raison de notre présence ce soir. Je crois qu'on a tout dit. Donc on va aller se rasseoir. Et puis, on va laisser la parole à notre modérateur du soir. On remercie Jean-Jacques Roth, qui est rédacteur en chef adjoint au Matin Dimanche et qui a accepté l'exercice de modérer cette discussion. J'en profite juste pour remercier toute l'équipe de la Comédie pour leur accueil chaleureux et extrêmement efficace. Merci beaucoup. Merci, j'ai la sensation difficile d'être un petit peu une erreur de distribution dans cette soirée, mais je vous assure que les 2 co-directrices des Créatives ont cherché toutes les femmes qui auraient été capables ou disposées à animer ce débat et aucune n'a pu le faire, donc en désespoir de cause, elles sont tournées vers moi. Voilà, donc je vais tout de suite passer la parole donc, aux 2 artistes qui vont témoigner, ça sera plutôt un témoignage qu'un statement politique. On va commencer avec Maïtou Perret. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, donc Maïtou Perret est une artiste plasticienne genevoise d'origine franco-vietnamienne, dont le travail s'articule autour d'une sorte de grand projet narratif depuis 1999 qui s'appelle The Crystal Frontier, qui imagine une communauté fictive de femmes qui se seraient retirées dans le Nouveau-Mexique pour fonder une communauté utopique. Et tout le travail fait de performances, d'installations, d'objets, de textes de Maïtou Perret s'inscrit dans, au fond, cet imaginaire d'une communauté de femmes qui recréerait un monde idéal. Maïtou Perret. Allez-y, venez seulement. Pour vous signaler simplement qu'il y a une importante exposition monographique consacrée au travail de Maïtou Perret actuellement au MAMCO. Courez voir ces guerrières, elles en valent la peine. Bonsoir. Je ne sais pas si je dois parler de mon travail de Crystal Frontier ou plutôt de mes expériences plutôt personnelles. Non, c'était ça l'idée. Mais en fait, c'est vrai que quand j'ai commencé en 99 à écrire cette histoire de communauté de femmes et donc d'univers créatif qui n'était peuplé que par des femmes, c'était aussi déjà une tentative de réponse assez presque violente, ou en tout cas complètement inversée à la situation réelle dans le monde de l'art dans lequel j'ai commencé à travailler et dans lequel j'ai en quelque sorte grandi. Mais donc, au point de vue personnel, c'est toujours très difficile, c'était extrêmement difficile pour moi en préparant cette discussion, d'évaluer dans quelle mesure j'ai été, ou disons ma situation aurait été meilleure ou plus facile si j'avais été un homme, par exemple. C'est la question que j'ai essayé de me poser au départ, et c'est évidemment
complètement impossible et imbécile. Donc voilà. Et en même temps, ce serait quand même intéressant de le savoir, mais à part justement là, pour le coup, là, je pense la statistique, la recherche, c'est dur à dire. Je pense que je fais en effet partie d'une génération qui n'a pas vraiment dû combattre le sexisme de façon aussi frontale que, disons, la génération de ma mère ou des... Pardon. Que les générations précédentes et la génération vraiment de la révolution féministe dans les années 60-70. Mais je pense que par contre, je me suis souvent sentie confrontée à une forme plus diffuse de sexisme, de l'ordre, on vous prend peut-être un petit peu moins au sérieux, ou par exemple, vos œuvres coûtent nettement moins cher que les œuvres de vos collègues. C'est un peu vulgaire, mais en fait, c'est une façon assez simple d'estimer vraiment comment fonctionne le monde. C'est sûr que j'ai grandi dans on va dire un monde intellectuel et un monde culturel où les figures héroïques étaient des figures masculines. Je pense mis beaucoup de temps en fait même à comprendre que c'était un problème ou une question. Je crois que quand on est jeune, qu'on veut devenir artiste ou écrivain, qu'on est ambitieuse, on s'identifie, je sais pas, à James Joyce ou à des personnages masculins, et tout d'un coup, un jour, on ne sait pas pourquoi, on se rend compte que mais c'est bizarre, en fait, c'est un homme, et il n'y a pas beaucoup de femmes comme moi, où il y a très peu de figures, il y a beaucoup moins de figures d'inspiration ou des figures de femmes puissantes dans le milieu de la culture, comme dans les autres milieux, que de figures masculines. Ça, c'est, je pense, par exemple, c'est vraiment un des problèmes, je crois, principaux auxquels on fait face quand on est une jeune artiste ou une artiste. Et c'est, j'imagine, aussi ce à quoi j'essaye d'apporter ma petite pierre personnelle dans mon travail quand je travaille avec disons, par exemple, la réhabilitation de figures féminines peut-être marginalisées ou oubliées ou mises de côté. Par exemple, je sais pas, j'ai beaucoup travaillé sur les femmes constructivistes, des artistes comme Stepanova qu'on a pu très souvent dont on a tendance à parler en disant c'était la femme de Rodchenko, mais moi je le fais parfois. Donc je pense que ça c'est vraiment une chose fondamentale. C'est pas seulement disons faire que qu'en tant qu'artiste on ne nous barre pas le chemin, parce que ça c'est assez compliqué à estimer, mais c'est aussi qu'on puisse construire un univers intellectuel et oui, c'est ça, un univers intellectuel, en fait, qu'on puisse retrouver des figures qui soient presque des figures de mère ou de personnes à qui s'identifier. En fait, ça paraît un peu débile, un peu féministe, neuneux, mais c'est je pense, assez fondamental et assez important. Et en parlant après, oui, en préparant cette discussion, il y a une chose, j'ai essayé de réfléchir à des exemples, disons, peut-être de sexisme ordinaire ou de ce que c'est que d'être une artiste de femme et en quoi peut-être c'est plus compliqué peut-être que d'être un homme, que d'être un homme. C'est pas une question existentielle, c'est vraiment plus une question politique. J'ai repensé en fait, c'est une chose dont je me suis particulièrement rendu compte quand j'ai eu un enfant, il n'y a pas très longtemps. Et quand j'ai commencé à retourner dans des vernissages avec mon bébé, j'ai croisé beaucoup de personnes sympathiques et bien intentionnées qui me disaient « Ah, mais elle est merveilleuse, c'est ta plus belle œuvre ». Et évidemment, c'est un peu l'angoisse. C'est vraiment horrible parce que c'est une espèce de façon de ramener votre travail intellectuel et créatif à quelque chose de complètement biologique. C'est aussi pas super sympa pour votre enfant qui a priori est censé être quelque chose d'autre que simplement votre double ou votre création. Et je pense que ça c'est vraiment typiquement le genre de choses auquel on fait face régulièrement. Et en fait, ce qui est terrifiant dans ce genre de remarques, c'est que les personnes qui vous le disent toujours extrêmement gentiment et sans jamais imaginer que ça pourrait être un problème. En fait, c'est toujours oui, pour eux, c'est absolument pas un problème. Donc voilà, ça c'est le genre de choses auxquelles je pense. Je sais pas si, comme je n'ai pas je sais pas combien de temps je suis censée parler. Oui. Non, j'en ai pas du tout assez, mais c'est comme, non, mais je préférerais presque que ce soit une discussion qu'un long monologue sur mon expérience personnelle. Voilà. Je propose peut-être que les questions à vos amis tout à l'heure, on les résume après, on entame la discussion.
D'accord. Oui, très bien. Donc l'idée, c'est que je me... Vous pouvez installer là. Merci. Donc déjà 2 thèmes importants me semble-t-il, comme ça au fil de l'intervention de Maïtou Pérez, c'est l'absence de figures exemplaires, de role models, comme on les appelle, qui est très très souvent citée dans la problématique féministe comme une problématique effectivement. Et l'autre c'est le terrain miné au fond de la discussion quotidienne, où très très vite les choses dérapent avec bonnes intentions, mais qui effectivement rétablissent le problème. Anne Bizan, qu'on n'a pas vraiment besoin de présenter puisqu'elle est ici un peu chez elle, donc qui a dirigé la comédie, pendant 12 ans, de 1999 à 2011, courte cure de désintoxication, et ensuite vous avez repris les rênes du théâtre populaire roman depuis 2013, et vous y êtes toujours, metteur en scène, dramaturge, voilà. Merci. Metteur en scène, moi j'aime bien. Je me suis dit. Bon, bonsoir, et je serai moins courageuse que Maïtu puisque j'ai écrit mon intervention. Je voudrais d'abord remercier les directrices des créatives de leur invitation et de reprendre le flambeau de ces questions aussi essentielles que lancinantes. La question de la représentation des femmes dans la sphère artistique est, à mon sens, au cœur même des problématiques du sexisme et de la discrimination homme-femme. Cette question me semble être à la base même de la construction des inégalités entre hommes et femmes. Multiplier les obstacles, parfois invisibles, éloigner les femmes et de la dimension symbolique en les tenant à l'écart des moyens mis à disposition de la création artistique, impacte directement les questions de perception et de représentation des genres. Et ces représentations que l'organisation patriarcale de la société fait tout et fera tout pour protéger du changement. Le champ de la création artistique est peut-être celui qui cristallise in fine le plus les angoisses de destruction des valeurs patriarcales. Et le monde de la culture qui régit ce champ n'est pas toujours, comme certains le croient ou l'espèrent, le monde du progrès et de l'avant-garde. Dans ce monde-là, comme dans le reste de la société, les femmes doivent encore montrer patte blanche pour mériter de participer à l'univers de la fiction. Chère Dominique et Anne-Claire, vous m'avez demandé un témoignage personnel en introduction à cette table ronde, je ne l'oublie pas, je vais donc le faire en quelques repères rapides de notre histoire récente et locale. Fin des années 80, je suis à l'École supérieure d'art dramatique du Conservatoire de musique de Genève, l'ESSAD, et j'ai une camarade, Francisca Kahl, comédienne et amie, qui me tire par la manche et qui me dit « Anne, viens, on va à une réunion syndicale. On va aller au SSRS, Syndicat Suisse Romand du Spectacle, où se crée une nouvelle commission emploi et conditions féminines. » J'y vais. Nous allons au café de la Tête Noire à Nyon. Il n'existe plus, on voit que des vieux, ils ont tous entre 30 et 35 ans. Et puis, cette commission a notamment été créée à l'instigation de la comédienne Véronique Mermoux, qui vient de constater, après une énième reprise de L'Oiseau Vert, mis en scène par Benoît Besson, ici même, qu'elle est nettement moins payée que ses camarades masculins, alors qu'elle n'est pas moins expérimentée qu'eux, elle n'est pas plus âgée, pas plus jeune, et son rôle n'est pas moins important que le leur. Au sein de cette commission syndicale, donc, émergent quantité de propositions, d'actions, pour soulever la question homme-femme. Et toutes ces propositions sont systématiquement balayées pour cause de non-conformité avec l'action syndicale. Bon, alors dès lors, les plus motivés de cette commission quittent le syndicat et créent l'association Femmes de Théâtre. Véronique Mermoux et Gisèle Salin, fondatrices plus tard du Théâtre des Os et aussi lauréates de l'Anneau Reinhardt, en prennent les rênes. Où sont les femmes ? Telle est bien la question que se posent les membres de cette association aux différents décideurs, aux directeurs de théâtre, lassés que nous sommes d'observer l'absence de femmes dans les distributions des spectacles et, comme metteurs en scène, aussi l'absence des metteurs en scène dans les programmations théâtrales genevoises et romandes. Peu de femmes metteurs en scène dans les programmations, peu ou pas de femmes auteurs, peu de rôles pour les femmes, comme l'évoquait Natacha, parce que voilà, nous parlons d'un temps où les moins de 20 ans ou les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, mais c'est vrai dans les institutions, à cette époque-là,
bien le répertoire classique est encore très très présent. Je dirais même qu'il est omniprésent. On y voit très peu d'auteurs contemporains et contemporaines. Et effectivement, c'est aussi en questionnant le répertoire qu'on a posé la question de la représentation des femmes et aussi justement de la représentation parfois stéréotypée des genres dans le répertoire classique. Hein, voilà. Comme disait Natacha, la femme, l'épouse, la mère, la maîtresse et toilette. Bon. Pas une gamme pas très étendue. Donc il fallait changer ça aussi. Alors, l'association Femmes de Théâtre multiplie ses actions poil à gratter, performances, cycle de lecture de femmes, théâtre de rue. Et pendant ce temps-là, petit à petit, arrivent les années 90. Les années 90 à pas feutrer, elles arrivent. Les années 90, c'est 1991, la grève des femmes. L'effet Brunner, l'effet Christiane Brunner, qui ne marque pas seulement qui ne se marque pas seulement dans la proportion de femmes élues dans les parlements, mais il marque aussi les esprits. La question de la présence des femmes, effectivement, est en effervescence dans toutes les strates de la société. Et c'est dans ce contexte, je le répète, parce que tout est lié, c'est dans ce contexte qu'en 1998, après 12 années dans le théâtre indépendant, je dépose ma candidature au poste de directrice de la Comédie. Je suis nommée et dès ma première saison, je souhaite marquer ma différence en donnant une visibilité qui manquait aux femmes sur cette scène. La réaction ne se fait pas attendre, on m'accuse de sexisme, et la rumeur prétend que les hommes n'auront plus accès à la scène des philosophes. Une rumeur qui va se cristalliser vraiment à un point étonnant. Pendant mes 12 années à la tête de l'institution, je serai constamment interrogée sur la supposée exclusion des hommes de mes programmations, qui n'étaient évidemment pas objectives, des programmations qui sont de fait simplement équilibrées. Comme si tout mouvement vers l'égalité charriait son lot d'angoisse patriarcale au point de dénaturer les faits. J'ai l'immodestie de prétendre que ma direction à la Comédie est parvenue à casser le tabou de la directrice d'institution. Et j'en suis très heureuse, mais je sais que le combat n'est pas terminé. Attention, il y a beaucoup de pièges, et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les femmes qui peuvent reprendre le flambeau de l'égalité sur les scènes des théâtres. Je pense par exemple, et j'espère qu'il s'exprimera tout à l'heure, Mathieu Berthollet, qui fait très attention à la question de cette représentation, à la fois chez les auteurs, les metteurs en scène. Et il est là ? Oui. Ah, bon, ça va. En 1999, une dernière anecdote, avec la complicité de Carole Roussopoulos, je sais qu'elle est chère aussi aux directrices des créatives, nous avons imaginé ici un adieu au siècle qui rendait hommage au mouvement des femmes dans le XXe siècle. Une sorte de préfiguration des créatives, avec de nombreux artistes qui participaient à tous les étages. Anne Sylvestre, par exemple, Véronique Pestel, les Four Roses, avec Florence Chitacombi et Béatrice Graff, Laurence Déona, des débats, des expositions, un moment d'effervescence assez extraordinaire. La Tribune de Genève titre le lendemain de l'inauguration « La comédie file du mauvais théâtre ». Voilà. Je ne vais pas faire ici la liste des procès en légitimité, attaques souterraines plus ou moins nauséabondes que j'ai pu essuyer, ni me lamenter sur les tentatives de disqualification de mon travail artistique sous prétexte de militantisme féministe. Ce serait minant et en plus ça ne reflète pas mon état d'esprit actuel. Je me considère comme très chanceuse, aujourd'hui comme hier, et j'ai pour moi le goût de la bataille, qui n'est pas terminé. Je voudrais terminer avec une citation que je fais de Caroline Dayer, qui écrivit un article dans le livre qui a clos mon mandat à la Comédie de Genève, et qui parlait du questionnement d'aujourd'hui, qui renvoie à une interrogation plus générale. Qu'est-ce qui est mis en lumière ? Qu'est-ce qui est laissé dans l'ombre ? C'est moins la visibilité que les mécanismes de visibilisation et d'invisibilisation qui demandent à être analysés. Ce qui est rendu visible ou ce qui est occulté, ce qui est présent ou ce qui est absent, ce qui est légitimé ou ce qui est dévalorisé, s'inscrit dans un processus d'exclusion qui ne s'exprime pas uniquement par le visible ou l'invisible, mais également par l'indicible et l'inaudible, posant la question de qui a le pouvoir de distribuer la parole, de décider de ce qui est entendu ou dénié. Voilà qui va nourrir notre débat.
Ah bah, à l'évidence, merci beaucoup. C'est une intervention qui nous remet sur le terrain de la bataille, qui est longue, ancienne. Cette profondeur de champ va sûrement nous être utile par la suite. Sans transition, on va inviter Philippe Bischoff, donc directeur de Pro Helvetia, à nous rejoindre pour bien nous dire comment cette institution extrêmement importante, centrale dans la politique culturelle suisse, au fond, prend acte de cette problématique, la présence des femmes. Philippe Bischoff, en quelques mots, vous êtes donc dramaturge, metteur en scène d'origine, bâlois. Vous avez dirigé les affaires culturelles du canton-ville de Bâle avant de prendre la direction de Pro Helvetia. Voici une année et quelques jours. Voilà, à vous la parole. Voilà, donc merci beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci pour l'invitation. Je dois dire, quand j'étais dans le train, j'ai fait un peu mes notes pour cette intervention. J'ai compris que c'est la toute première fois que je vais parler de ce sujet devant un public. Et c'est quand même étonnant parce que je suis invité tout le temps à parler de presque partout ce qui est culturel, mais jamais vraiment 10 ans, 12 ans de vie professionnelle, en politique culturelle, on peut dire, j'ai parlé de culture et genre, ou bien de la situation de la femme, donc ça prouve déjà que c'est énormément important d'en parler, donc je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir pris cette initiative. Ce que moi je vais faire, je ne vais pas témoigner parce que je pense que c'est complètement inutile de prouver que ce qui a déjà été évoqué, décrit, existe et qu'on a vraiment un problème dans ce domaine de la politique culturelle. Je vais juste essayer dans à peu près 7-8 minutes d'esquisser comment la Confédération, concrètement Pro Helvetia et aussi l'OFC avec lequel on travaille étroitement, essaie et va attaquer ce problème, cette question. Je veux tout d'abord dire que chez nous, on parle de culture et genre comme thème, qu'on veut aussi intégrer dans le prochain message culturel, quelque chose de très important, de vraiment dire à un niveau national que ce thème doit être traité. Et on espère qu'on ne reste pas les seuls, pour Helvetia et l'OFC, mais aussi que les cantons et les communes vont réagir. Donc, si on traite ce sujet, c'est un sujet extrêmement important, mais je veux quand même dire que pour nous, ça se situe encore dans un contexte un peu plus grand. Ce contexte, c'est l'égalité des chances. L'accès aux structures, l'accès aux moyens, vous connaissez tous ces problèmes. Donc, je tiens vraiment beaucoup à dire que, bien sûr, que la question de la femme en culture est hyper importante, mais cette question se positionne, se situe vraiment dans un contexte un peu plus grand. Ce que je vais présenter, c'est un mélange de citations, parce que chez nous, à l'interne, on a créé un groupe de travail qui, depuis à peu près une année, travaille ce sujet et de mes réflexions pensées. Donc, où sont les femmes? C'est le titre. Les femmes sont, toutes disciplines confondues, moins nombreuses à recevoir des soutiens et des prix, à être programmées et traduites, à accéder au grand budget, à la direction des institutions importantes, au statut de représentante éminente dans les médias et les débats publics. Ça, on l'a entendu. Certains domaines semblent quasi exclusivement masculins, comme par exemple la composition, voire misogyne, d'autres plus ouverts, comme par exemple la chorégraphie. On constate souvent une répartition genrée des fonctions. C'est ainsi que les femmes sont surreprésentées dans la traduction littéraire, activité mal payée si l'on est, que la mise en scène reste une affaire d'hommes, tandis que les femmes sont plus nombreuses dans la scénographie et la production ou l'administration. Pourtant, les femmes sont bien représentées dans les différentes filières de formation artistique, mais les obstacles surgissent au début et au cours de leur carrière professionnelle, on l'a entendu. On constate aussi, et ça c'est important à dire, et c'est aussi une autocritique, que la politique culturelle offre très souvent des instruments qui ne sont pas toujours appropriés aux carrières, aux vies des femmes, ou aussi aux personnes qui ont aussi une famille. Donc, cette situation des femmes artistes est comparée aux collègues masculins négatifs. Je pense que ça, c'est clair, c'est évident. Vous connaissez tous ces termes, le plafond vert et tout ça, l'inégalité salariale, aussi un problème. Mais le plus grand problème, ça avait été dit par M. Roth, je crois, ou par Dominique au début. Tout ce que je dis maintenant, c'est des présomptions et des observations. On a en effet, en Suisse, presque pas de chiffres. Presque pas de données chiffrées. Maintenant, vous connaissez tous le jeu des politiques, et puis
on aura 3 politiciens qui en parlent après, même si très souvent on connaît des problèmes, il faut les prouver pour les changer. Donc en Suisse, vraiment, on a même chez nous à prélever, il n'y a presque pas de données concrètes. Donc il faut, et on est tout à fait convaincus, nous, au niveau fédéral, il faut tout d'abord, pour vraiment entrer en action et avoir des chiffres donnés qui nous livrent la situation de base. Donc, on est beaucoup influencé, peut-être que vous connaissez, pour tous ceux qui ne connaissent pas, par cette étude qui avait été faite en Allemagne, quelque chose, une œuvre impressionnante, il ne faut pas le lire, mais on peut quand même aller voir comment les Allemands ont attaqué la question il y a à peu près 2 ans. Ils ont vraiment sorti une étude qui a fait toute l'analyse de l'Allemagne en culture et dans les médias. Donc nous, encore une fois, l'OFC et Pro-Helvetia, on est déjà en train de préparer, lancer une telle étude pour la Suisse, ensemble avec les cantons et les communes, ça c'est très important, et si possible aussi avec quelques privés, soit des fondations, soit d'autres. Une analyse qui va travailler sur au moins 3 niveaux. Il faut analyser la proportion parmi les bénéficiaires de soutien et de prix. Il faut, en particulier à la direction des institutions culturelles, connaître précisément la situation et bien sûr aussi dans l'appareil de la promotion de la culture. Donc avec cette étude, et je suis tout à fait conscient qu'une étude ne change pas la situation, avec cette étude on espère d'une part, encore une fois, livrer les données pour vraiment dire ce qu'il faut changer et où il faut attaquer, mais aussi, et ça je trouve aussi important que les données et l'action concrète, il faut provoquer une communication sur le thème. C'est ce qu'on fait ce soir, mais il nous faut d'autres images, il nous faut des Vorbilder, comme on dit en allemand, vraiment des role models, des femmes, et il en existe, mais c'est toujours le problème. Dès qu'il y en a, il y a les gens qui disent oui, mais ça va, c'est la preuve. Donc il faut vraiment changer les images, il faut travailler les répertoires, il faut vraiment commencer à comprendre que c'est un travail à long terme, mais que c'est un travail tout à fait faisable. On le voit en Allemagne, c'est très intéressant. J'ai dit que cette étude est sortie il y a à peu près 2 ans. Il y a eu depuis beaucoup de mesures très concrètes. Il y a eu par exemple cette nouvelle directrice d'un théâtre qui programme toute une saison qu'avec des metteurs femmes, avec ES, en scène. Et ce qui m'a beaucoup étonné, presque aucune réaction négative ou critique. Donc ça semble devenir évident. Voilà, donc ça en quelques mots, ce que nous, au niveau de la Confédération, va lancer en 2019. Je ne peux pas vous promettre jusqu'à quel moment ou à quel moment on peut sortir l'étude parce que vous pouvez vous imaginer que ça a duré, mais encore une fois, le plus important, c'est de commencer de l'attaquer et je compte beaucoup sur tous les soutiens des gens présents, soit pour les discussions, soit pour le travail concret. Je remercie encore une fois et je suis très curieux de la discussion d'après. Merci beaucoup. Merci Philippe. Il y a plusieurs questions importantes autour de ce travail d'étude qu'on va vous poser ensuite, je pense, dans le courant de la discussion. Et vous avez sûrement aussi des exemples de best practice qui sont faites à l'étranger. Vous avez cité l'Allemagne, on sait que la Suède a fait une politique assez remarquable dans ce domaine, etc. C'est aussi important de savoir qu'il est possible d'agir et comment. On verra ça tout à l'heure. J'invite maintenant les personnalités politiques un peu challengé par tout ce qui vient d'être dit, à s'installer. Sami Canaan, Stéphanie Lama, Thierry Petelos, dans l'ordre qui vous convient. Je vais commencer par vous donner la parole, vous poser quelques questions, et puis très vite, ensuite, on rentrera dans la discussion promise. Le titre de votre participation du débat, c'est le politique peut-il faire quelque chose? La question qu'on a envie de se poser, c'est le politique veut-il faire quelque chose? Première question, Sami Canaan. Oui, cette soirée en est un exemple, puisque comme cela a été dit par les co-directrices, que je remercie, c'est lorsque les créatives ont préparé leur édition de cette année, que j'ai demandé à Virginie Keller, chef du service culturel, de voir avec les créatifs si c'était justement pas l'occasion d'aborder un des aspects clés qui a été évoqué ce soir, c'est déjà documenter la situation.
Donc bien sûr avec ce débat ce soir, mais ça ne s'arrêtera pas là. Et idéalement, je dirais même que le canton, les communes en général représentées ce soir par Stéphanie Lamar, ma collègue de Carouge, et la ville de Genève, on devrait voir avec les acteurs culturels comment faire un observatoire dans la durée. Philippe Bischoff vient de le dire, des chiffres ça aide, c'est pas une solution en soi, mais ça aide beaucoup pour montrer noir sur blanc ce qu'il en est. Et du coup, pour préparer cette soirée, j'ai quand même jeté un coup d'œil aux chiffres actuels de ce qui se passe à Genève en termes de position de responsabilité. Alors les musées, c'est clairement encore masculin. C'est-à-dire que sur 5 musées municipaux, il y a 4 hommes et 1 femme à la direction. Après, c'est un peu plus nuancé dans les cadres en général. Dans les bibliothèques liées à la ville, bibliothèque municipale, 1 femme, bibliothèque de Genève, 1 homme. Dans les 2 services que j'ai dans mon département, chef du service culturel, ben voilà, Virginie Keller. Chef du service des sports, 1 femme aussi. Je fais un tout petit détour par le sport. On a aussi fait une étude dans le sport et il y a aussi des problèmes énormes. Donc on a fait tout un plan d'action sur la place des femmes dans le sport au sens large, les obstacles visibles, invisibles, ainsi de suite. Ce n'est pas le sujet de la soirée, juste pour dire que c'est aussi dans la politique sportive qu'il y a énormément de travail. Alors dans les scènes théâtrales, la situation s'est clairement améliorée puisque lorsque je suis arrivé en 2011, on avait une majorité d'hommes à la direction des scènes, je parle vraiment de 2011, juste après mon arrivée avec les nominations de l'époque. Et aujourd'hui, on a une parité, 7 hommes et 7 femmes, en incluant les tandems, pour les scènes institutionnelles et indépendantes. Et c'est évidemment une excellente nouvelle, c'est un rééquilibrage qui est relativement récent avec la série de nominations, comme d'ailleurs le tandem qui est à la tête de la comédie. Dans les bourses et les prix qui sont sous notre responsabilité directe, on a une parité quasi complète avec 13 soutiens à la création sur 26 octrois, donc la moitié. Et pour l'aide, le soutien, les bourses à l'illustration, 3 femmes sur 7 octrois. La situation est nettement moins rose dans le domaine de l'art pour l'espace public. D'ailleurs, Maïtou Perret en a parlé. Là, il y a encore, même si heureusement de plus en plus d'artistes féminines qui percent, Maïtou Perret vient d'en parler. On a célébré par exemple la Poste de Montbriand pour prendre une œuvre dans l'espace public. Mais il y en a d'autres, mais Carmen Perrin à Cornavin, SF Chalef-Guers à Lessignol. Mais là, clairement, il y a encore un travail à faire. Et puis alors, ce que nous pouvons faire et ce que nous voulons faire, puisque c'était votre question, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on veut, c'est clair que la ville de Genève, comme acteur majeur de soutien, de loin pas exclusif, mais quand même important dans le domaine du soutien, dans le domaine de la politique culturelle, je viens d'évoquer les situations, c'est là, c'est dans nos propres octrois de subventions ponctuels, c'est les nominations, là on peut nommer des personnes, des postes de responsabilité sous notre responsabilité directe, c'est rarement le cas, d'ailleurs la plupart du temps nous sommes dans des fondations, des associations, enfin des fondations, mais on peut influencer. Et puis, plus récemment, dans les conventions de subventionnement, je rappelle que ce sont des conventions quand on subventionne une entité culturelle pour plusieurs années de suite, des festivals, des scènes culturelles et ainsi de suite. Et là, on vient pour tous les renouvellements en cours, deux nouvelles dispositions dans les attentes de la ville face au projet artistique de l'institution. Nous demandons une représentation équilibrée, enfin que l'institution soit attentive, une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la programmation. C'est l'article 3 standard dorénavant. Et dans la gestion du personnel, article 10, parce que c'est aussi une problématique, à respecter le principe de l'égalité entre femmes et hommes, à intégrer à tous les niveaux la gestion des ressources humaines et à mettre en place des mesures visant à lutter contre les discriminations et le harcèlement et à en assurer le suivi. Donc c'est clair que c'est des instruments qui permettent de piloter, de sensibiliser. Puis dernière chose, puisqu'on parlait d'observatoires et de chiffres, le service culturel pilote avec la direction de mon département une étude sur les emplois dans la culture en général. Mais du coup, il y aura une dimension particulière, évidemment, pour la place des femmes, pour voir des indicateurs, pour voir où elles ne sont pas et pourquoi, si possible. Et plus largement, et on se bat aussi au niveau fédéral là-dessus, on sait à quel point une bonne partie des métiers de la culture sont précaires. Du coup, ça touche en particulier les femmes qui ne sont pas au poste de direction, mais je dirais dans les comédiennes ou les métiers des coulisses. Et donc là, Philippe Bischoff l'a mentionné, au niveau fédéral, les choses évoluent. Alors jamais aussi vite qu'on le voudrait, mais quelque part, c'est les rythmes fédéraux. Mais au niveau du dialogue culturel national, où je suis le responsable de la délégation des villes, on a amené le problème de la précarité des artistes en général comme sujet de discussion qui a maintenant été enregistré dans l'agenda politique du dialogue culturel national, qui est donc présidé par le Conseil fédéral en charge de la culture, aujourd'hui M. Bercé. Et on vient d'évoquer le futur message quadriennal culturel donc de la Confédération, où la question du genre sera un des objectifs. Donc c'est pas anodin, ça veut dire que ça devient un agenda politique. Et je me rends compte, quand j'ai écouté Philippe Bischoff, que effectivement, je ne me rendais pas compte que c'est la première fois que lui est interpellé sur le sujet, ce qui est quand même extraordinaire. Enfin, c'est pas une bonne nouvelle en l'occurrence. Enfin, c'est une bonne nouvelle pour nous. Comme quoi, on est pilote en Suisse, c'est tant mieux, mais ça ne devrait pas être le cas. Ça devrait être un sujet qui est à l'ordre du jour depuis longtemps. Et d'identifier aussi les obstacles invisibles. Anne Bizang en a aussi parlé, tout ce qui est encore
sous-jacent, conscient, inconscient, mais sur lequel on doit travailler. Voilà. Donc oui, on veut. Ok. On va rentrer sur des choses plus concrètes. On va vraiment tenter de cerner des objectifs très concrets, mais on va donner la parole à chacun. Stéphanie Lamar, on va dans l'ordre. Quel est le degré de priorité, selon vous, la question de la place des femmes dans la culture par rapport à toutes les thématiques culturelles, évidemment, innombrables? Mais je crois qu'elle est essentielle, et je crois, pour compléter ce que Sami Kanaon a dit tout à l'heure, la communication sur cette situation-là, elle est essentielle. De même que la communication sur le rôle de la culture dans la société, qui est à mon sens aussi essentielle. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est en raison d'une petite expérience personnelle que j'ai eue. Donc moi j'ai été élue à Carouge au conseil administratif en 2011. Et puis j'ai repris la culture en 2015, quand ma collègue Janine Dehaller-Kelleral s'est partie. Et puis, à cette époque, on m'a fait une remarque en disant « Ah, mais c'est bien que tu lâches les finances », parce que de 2011 à 2015, j'étais notamment en charge des finances, parce que les finances, c'est pas pour les femmes. Non, 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 c'est bien que tu aies la culture, parce que la culture, tu pourras t'occuper de poterie, de théâtre, de concerts, avec on a une fondation Bruckner pour la céramique. Voilà un petit peu la réflexion qu'on m'a faite. Et ce qui prouve un petit peu aussi tout l'effort de communication qui est essentiel sur le rôle de la culture. Parce qu'en réalité, concrètement, ce que j'ai constaté, c'est que j'ai beaucoup plus à faire maintenant que quand j'étais en charge des finances. C'est un investissement qui est bien plus grand que celui de gérer quelque part les finances d'une commune, même si c'est important, mais de manière générale, les finances, on les gère en conseil administratif avec un conseil municipal, enfin, on le sait, problème de budget d'ailleurs, c'est un autre problème, mais l'investissement au niveau culture et l'importance de la culture, à mon sens, est vraiment, et cette communication-là est absolument essentielle. Que c'est vraiment un élément essentiel à la société et que c'est pas simplement quelque chose d'accessoire, de luxe réservé pour occuper les femmes en disant tu auras du temps comme ça, tu pourras t'occuper de culture. Ok. Non, c'était juste une petite expérience. Cela dit, sur ce qu'on fait, peut-être un mot, puisque je représente les communes et donc la commission culturelle de l'Association des communes genevoises. Donc l'Association des communes genevoises a une commission culturelle qui a pour tâche de discuter, d'avoir des réflexions en matière culture, mais aussi et surtout de donner des préavis et de gérer l'enveloppe culturelle du fonds intercommunal. Donc c'est une enveloppe culturelle de 1 million. Donc c'est pas rien non plus, mais ce qu'on se rend compte, c'est que de plus en plus, cette enveloppe, il y a de plus en plus de demandes et l'argent ne suffit pas pour répondre à toutes les demandes. Donc ce sont essentiellement des projets, des festivals qui sont subventionnés, comme la Bâtie, Antigel, les Créatives, Groove and Move, etc. Et puis, par rapport, et pour revenir au sujet qui nous préoccupe, eh bien, nous allons partir dans des conventions, notamment avec les Créatives, pour assurer aussi une pérennité de cette subvention et une sécurité aux acteurs culturels. Et dans le cadre de ces conventions, de même que la ville de Genève, nous allons insérer, puisque les conventions ne sont pas encore signées, mais on est parti dans cette direction-là, avec cette mention que les institutions doivent être attentives à une représentation des hommes et des femmes dans le cadre de la programmation, et également au niveau de l'égalité de traitement de salaire entre femmes et hommes, et du principe de non-discrimination. Merci. Thierry Putellos, vous êtes plus neuf dans ce milieu-là. Est-ce que cette préoccupation que vous portiez ou que vous découvrez, et on entend un peu cette musique, je dirais, un tout petit peu institutionnelle, de dire il y a des messages, on va inciter les gens à être attentifs, etc. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose d'un tout petit peu incitatif, aimable, mais pas très coercitif. Pas très... non, mais on en discutera. Est-ce que vous avez l'impression que ça suffit ? Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. À la question de savoir, au fond, si les politiques veulent, contrairement à Sami, je pense qu'ils ne veulent pas. Il faut être clair. Sinon, on aurait déjà réglé le problème. On ne serait pas là en train de débattre, de savoir où sont les femmes. Elles sont parmi nous et ce serait naturel. Et force est de constater que ce n'est pas le cas. Il y a des politiques qui ne veulent pas, qui veulent garder du pouvoir, qui veulent garder
la mainmise, qui veulent garder une forme de présence qui bouffe l'autre. Et à la question de savoir s'il y a des politiques qui veulent faire les choses différemment, la réponse est oui. L'exemple de Samy et Stéphanie et bien d'autres le montrent. Mais je pense fondamentalement que le monde politique aujourd'hui n'est pas prêt et ne veut pas. Il estime que ce n'est pas une priorité, il estime que c'est un élément qui est une lubie. Et ce qu'a raconté, ce que nous a rappelé Anne Bizang sur la campagne de presse, médias, régulière, s'agissant de la conduite de sa direction du théâtre dans lequel nous sommes, m'a évidemment beaucoup heurté, parce qu'on n'a pas beaucoup grandi sur cet élément-là. Et je suis à peu près sûr qu'aujourd'hui, s'il y a une approche peut-être des médias différente sur cela, il reste encore quelques réactions archaïques. Alors peut-être que nous n'arrivons pas à le voir concrètement dans le domaine de la culture. On a évoqué le manque de chiffres, le manque de visibilité, le manque d'objectivation, et en cela, je pense que c'est juste le fait que nous puissions avoir un moment d'objectivation pour éviter de se cacher derrière des impressions. Et l'étude allemande nous permettra évidemment de pouvoir amener un peu de lumière. Les chiffres évoqués par Samy à Genève, en tout cas au niveau de sa ville, nous montrent qu'il y a encore évidemment du chemin à faire, qu'il se réalise en fonction des opportunités qui se présentent. Mais si je prends l'exemple pour une autre expérience, qui est celle de la nomination par le Grand Conseil d'un certain nombre de représentants de celui-ci dans des conseils de fondation, dans des commissions officielles, dans des conseils d'administration, on a 95% d'hommes. Donc non, les politiques ne veulent pas, ils n'en ont pas conscience, et nous avons véritablement non seulement à objectiver par des chiffres, mais aussi à continuer le combat, parce qu'il est loin d'être gagné aujourd'hui comme demain. Certainement après-demain, on aura un peu une évolution nécessaire. Mais voilà, après concrètement, on peut évoquer dans la discussion la façon dont on peut ensuite rebondir sur un certain nombre de choses. Cela a été rapidement évoqué, mais lorsque le conseil administratif de la ville, lorsque l'association des communes, lorsque le département de la cohésion sociale fixe, par exemple, dans des conventions de collaboration, des éléments plus précis, on est un bout sur le coercitif. Après, évidemment, on ne peut pas dire à la fin de celle-ci, donc ça fait 3 ans que vous n'avez toujours pas de spectacle X ou Y. Ça doit, pour moi, provoquer la discussion. Et c'est en ce sens que si on n'a pas non plus d'éléments très légaux ou coercitifs, notre rôle, c'est du coup de poser la question. Ça fait 3 ans, ça fait 2 ans, ça fait 5 ans que nous sommes en convention. Nous avions fixé l'article 3 ou l'article X. Comment se fait-il que... Et demander des comptes, et puis de faire réagir, quitte à en effet prendre ou devoir prendre des décisions qui, elles, sont plus importantes. Parce qu'on sait, c'était une question qui s'adresse aussi à Philippe Bischoff, la France, par exemple, a fait des rapports extrêmement exhaustifs en termes de statistiques sur la place des femmes dans la culture. 2006, choc, parce que la découverte des chiffres a été vraiment une révélation pour tout le monde, y compris pour les professionnels de la culture. Hein. C'est comme les gens qui disent qu'ils ne mangent pas de viande, puis qui se rendent compte quand ils regardent les choses de près qu'ils en mangent tous les jours. Ben, l'absence des femmes, elle est du même ordre. Je veux dire, c'est une sorte d'invisibilité dont les gens s'accommodent. Et quand les chiffres apparaissent, effectivement, il y a un effet de choc. Mais ça n'a absolument rien changé. En 2009, Rebelote, deuxième rapport, ça ne change toujours pas. Et en 2018, Françoise Nyssen, ministre de la Culture, fait le constat que rien n'a changé. Elle met en place des politiques, elle tente de mettre en place des politiques un petit peu plus actives. Il y a quand même eu un certain nombre de choses qui se sont faites en France, bien sûr, mais ça va très lentement. Donc 10 ans, 10, 12 ans après les premiers chiffres, voilà, les choses avancent très peu. Alors, bien sûr qu'il y a l'électrochoc des chiffres, mais est-ce que ça va suffire ? Alors, si je prends l'exemple de la France, en 10 ans, il y a 8 ministres différents de la culture, ce qui m'amène à penser en effet que la question du portage politique, il est nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un, quelqu'une, qui puisse à un moment donné être aussi le garant d'une politique continue sur cette question-là. Parce qu'en effet, changer des mœurs, changer des habitudes, ce type de rapport nécessite du temps, mais aussi de la volonté affirmée sur une longue durée. Et ce n'est pas parce que je mets une fois un article dans une convention que magiquement les choses vont se bouger. Cela veut donc dire qu'il y a une nécessité d'un engagement fort.
C'est pour ça que je suis heureux d'entendre non seulement Philippe Bischoff, mais aussi d'autres, nous dire aussi que, en tout cas pour nos 4 interventions, c'est quelque chose qui vient, et on peut le dire aujourd'hui, on a 1, conscience, 2, on a envie de faire que les choses bougent. Une question toute bête, un peu primaire. Quel est votre pouvoir réel par rapport à ça? Si vous vouliez installer des seuils, des quotas, enfin parlons d'un certain nombre de choses qui peuvent être mises en place de manière plus coercitive, en avez-vous l'un, l'autre, le pouvoir, ou est-ce que c'est une machine politique extrêmement complexe qui doit se mettre en route? Ce serait hypocrite de dire qu'on n'a pas de pouvoir du tout. Mais c'est lié aux responsabilités que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est vrai la ville de Genève en tant que soutien majeur de la culture au sens large, tous instruments confondus, c'est-à-dire nos propres activités, et les subventions, les nominations, et ainsi de suite, c'est heureusement quelque part pas un pouvoir absolu, c'est rare qu'on puisse décréter. Alors il y a quelques cas où on nomme nous, donc in fine moi, là effectivement j'ai un pouvoir direct, on va dire, mais quand on est membre d'une fondation, ceci dit, c'est quand même un vrai pouvoir parce qu'on peut taper du poing sur la table, on peut attirer l'attention. Il faut déjà veiller. Les nominations, c'est un exemple classique. Moi, il y a une époque, dans une autre vie, j'étais très actif dans le domaine de la politique académique, diversité, qui est aussi un énorme problème en termes, encore aujourd'hui, des femmes qui ne sont pas présentes dans les échelons supérieurs, alors que parmi les étudiants, il y a une majorité de femmes, et vous montez la hiérarchie académique, et encore maintenant, vous avez une majorité d'hommes. C'est comme pour la culture, tôt ou tard, c'est la société en général, en ce sens Thierry Apotello a raison, c'est une lutte de pouvoir. Il y a clairement une lutte de pouvoir. Parce que plus de femmes aux hommes, c'est moins de place. Plus de place aux femmes, c'est moins de place aux hommes. Parce qu'il n'y a pas non plus, on ne peut pas juste créer des positions en plus. Mais on a une responsabilité et donc un pouvoir qui est relatif mais qui est réel. Et les conventions de subventionnement, Thierry Apotello a raison, n'est pas dans un mode coercitif évidemment, mais tout de même, on peut, avec ces nouveaux articles, sur les 2 plans, c'est-à-dire promotion de la place des femmes en général à tous les échelons, mais aussi prévention de tout ce qui est négatif, harcèlement, etc. D'ailleurs, un des effets presque pervers de la campagne MeToo, c'est qu'elle a heureusement sensibilisé à tous les effets terribles, enfin tout ce qui est harcèlement et discrimination, mais certains, très pernicieusement, ont essayé de la caser dans cette case sans aborder l'autre discussion qui est celle de la place des femmes en général dans le système. C'est bien à tous les niveaux qu'il faut agir. Oui, il y a un pouvoir, oui. Il faut l'utiliser, et je confirme que beaucoup de politiques, y compris ceux qui ont des discours de façade, dans les faits, quand il faut choisir, trouveront toujours des prétextes conscients ou inconscients pour donner la priorité à un autre critère. On a essayé, mais on n'en a pas trouvé des femmes. Ou bien, voilà, tu sais, il y a d'autres où il y a moins de place, etc. Enfin, il y a toujours des moyens d'éviter d'avancer, c'est clair, comme dans d'autres politiques publiques d'ailleurs. Je crois que alors les conventions constituent effectivement un outil, mais il y a aussi, à mon avis, une responsabilité des collectivités publiques dans l'éducation et la formation. Et pour se battre contre les stéréotypes, contre justement, si les gens, de manière générale, ont encore en tête en disant non, mais bon, c'est normal, c'est un poste à responsabilité, c'est un homme, et forcément que ça ne va jamais évoluer. Et je pense que là, il y a une responsabilité de formation, d'éducation au niveau de la jeunesse, au niveau des écoles, de se dire qu'effectivement, tous les postes en matière culturelle ou de manière plus large sont ouverts à toutes et tous. Et à ce titre-là, la journée future en tout genre qui est organisée par le département d'instruction publique est un élément qui est intéressant parce que justement, en tout cas nous à Carouge, on accueille donc la journée future en tout genre et on leur fait visiter la voirie et on leur dit voilà, le numéro 2 de la voirie à Carouge, c'est une femme. On a aussi une chauffeuse poids lourd à la voirie. Et puis à la bibliothèque, on leur fait aussi visiter la bibliothèque, il y a aussi des bibliothécaires hommes. Et puis voilà, c'est des éléments. Alors évidemment, ça ne va pas changer la face du monde comme ça en claquant des doigts, mais peut-être en démontrant que tout est ouvert à tout le monde, qu'on peut peut-être aussi changer un petit peu les idées reçues, les stéréotypes, et en disant qu'effectivement, des postes à responsabilité, ce ne sont que pour des hommes. Et ça doit changer effectivement par cette éducation. Et puis aussi, je pense, en valorisant aussi le travail qui est fait par des femmes qui sont à des postes de responsabilité. J'ai encore plein de questions, mais je crois que maintenant c'est vraiment à la salle de poser les siennes. Il y a des micros à disposition? C'est bon. Alors allez-y, levez la main. Oui, ici, madame.
Alors c'était pour... Alors donc, moi je représente une association qui s'appelle Bloom and Boom. On collabore avec le Festival des Créatifs depuis 3-4 ans maintenant. Et puis c'est intéressant parce que donc, nous, notre angle d'attaque principal en tant qu'association féministe, c'est toutes ces questions de stéréotypes de genre, de normes et puis de sensibilisation, notamment à tout ce qui est biais inconscient. Et puis, il y a 3 ans, justement, dans l'une de nos collaborations avec les créatives, arrive cette question de se dire la place, la promotion des femmes dans le secteur culturel genevois. Donc on s'est dit, dans le cadre du Festival des Créatives, on va inviter un échantillon d'artistes femmes à réfléchir, principalement femmes, je crois qu'il y avait un homme, à réfléchir à cette question de la place des femmes et la promotion des femmes dans le secteur culturel à Genève. Et puis, pendant une journée, on s'est attelé à réfléchir, à voir quelles étaient les solutions qui émergeaient. Et je trouve très intéressant ce qu'on a entendu, notamment de M. Apotélos et de Madame Lamar, c'est que principalement ce qui a émergé, c'était déjà de 1, la question de l'école, qu'en fait ça commençait très très tôt et que la plupart des artistes présentes avaient soit vécu des situations de harcèlement, soit vécu des situations de stéréotypes qui faisaient qu'à la fin de leurs études, elles ne se voyaient pas être à la direction, parce qu'en fait on ne les attendait pas là. Donc ça c'était un des premiers éléments qui avait émergé. Un deuxième élément, c'était équilibre vie privée, vie professionnelle, que la vie des artistes femmes était totalement modifiée, comme c'est dans d'autres secteurs d'activité, à partir du moment où elles avaient des enfants, et qu'une des solutions qui avait émergé, c'était pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des crèches 24 heures sur 24 pour qu'on puisse à un moment donné avoir quelque chose de plus organique et moins différencié entre vie privée et vie professionnelle. Donc ça, c'était une autre barrière. Et puis, une troisième barrière, c'était tous ces biais inconscients qui font qu'à un moment donné, sans s'en rendre compte, on fait tous et toutes pareil ici, c'est qu'à un moment donné, on va se dire, ça c'est plutôt masculin, ça c'est plutôt féminin, etc. Donc bref, première étape, on est arrivé avec une série de solutions, de début de solutions, en se disant, ce serait intéressant de faire une étude un peu plus large de ce qui se fait ailleurs. Et puis, on avait été soutenu notamment par l'Agenda 21 pour cette première étape. Et puis après, on est allé voir, c'était intéressant, la culture, Madame Keller, qui nous a dit, oui, effectivement, il n'y a pas de chiffres. Il faudrait qu'il y ait des chiffres au niveau de Genève. Et puis après, alors, comme le disait, au niveau de Pro Helvetia, c'est vrai que quand on est une petite association genevoise et puis ce type d'études, ça prend un temps de dingue, de l'argent de dingue. Et c'est aussi ça qu'il faut savoir, c'est que c'est souvent la société civile qui avance à ce niveau-là. Mais la société civile, elle court après les dollars, quoi. C'est pas qu'on n'a pas les poches pleines de fric pour faire des études. Donc on s'est dit, c'était intéressant quand même d'avoir des chiffres. Et on s'est mis d'accord à un moment donné pour avancer sur un échantillon qui était les théâtres subventionnés principalement en ville de Genève. Puis après, on s'est dit que c'était intéressant de l'agrandir au canton en se disant on va construire une méthodologie autour des théâtres pour voir, oui, des chiffres, mais aussi les bonnes pratiques, ce qui se fait déjà et ce qui pourrait être. Donc l'étude est en cours actuellement, mais tout ça, c'était aussi pour partager, c'est dire que voilà, quand on veut faire une étude, c'est compliqué parce qu'aussi il y a les questions qu'on pose et qu'une fois qu'on a les chiffres, alors, je pense que beaucoup de féministes ici se retrouveront dans le fait que quand on a les chiffres, ça nous permet d'être comme les gardiennes de but, où on a les chiffres, on peut les balancer lors de discussions et de dîners. Mais en fait, le disque dur se remet à 0 tous les mois, et puis on a beau avoir donné nos chiffres, la lutte continue parce qu'il y a cette question d'un moment donné d'avoir des politiques qui disent il faut qu'on travaille sur tous ces biais inconscients. Et ça, c'est une réelle question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais au-delà des chiffres, et nous, on pourra en fournir d'ici un certain temps, on est en collaboration avec les créatifs pour l'année prochaine, mais comment on travaille sur tous ces biais inconscients qui font que même si on a une commission paritaire qui choisit des dossiers, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on a moins de stéréotypes, c'est pas parce que... Et de se dire comment est-ce que c'est le rôle à un moment donné politique, mais comment est-ce qu'on peut travailler sur la question de la sensibilisation. C'était une très longue question, je m'en excuse, mais je pensais que c'était... Voilà. Vous l'adressiez à quelqu'un en particulier? Non, je ne sais pas si quelqu'un voudrait l'adresser à quelqu'un. Non, moi je trouvais que c'était intéressant de l'entendre. Non, mais cette question effectivement d'inscription du global, du culturel dans le plus global. Oui, et puis la question de l'inconscience et du travail permanent qu'il faut réaliser, et pas seulement dans le domaine de la culture. D'abord, et avant même l'école, il y a la question de la crèche, où on est déjà en capacité, par exemple aussi, et de la façon dont on est aussi en reproduction de stéréotypes. Et je cite l'exemple d'une étude en Valais qui a filmé, avec l'autorisation des collaboratrices et des collaborateurs, les pièces de vie. Et si au début on fait attention parce qu'on sait qu'on est filmé, le naturel revient. Tout à coup, comment on dit « arrête de pleurer, t'es un garçon ».
va t'occuper de la cuisine, t'es une fille, etc. Et puis je donne encore l'exemple d'une formation qu'il faudrait encourager à faire des vendeurs et des vendeuses dans les magasins de jouets. Parce que moi, je suis parrain de plusieurs enfants et quand je vais chercher des cadeaux pour Noël, je dis, qu'est-ce que vous proposez pour un garçon de 4 ans ou une petite fille de 6 ans ? Inévitablement, il y a du rose pour les filles, du garçon en bleu, un camion pour... Et je dis à la vendeuse, j'aimerais bien quelque chose qui soit non genré. Alors ça, déjà, j'ai dû expliquer ce qu'était le processus, mais au moins, ces petites 2 minutes d'échange m'ont montré d'abord que du boulot, il y en a à faire pour tout le monde, d'une part, et que d'autre part, j'ai dû batailler comme un fou pour acheter un camion et le donner aux parents de ma filleule qui voulaient avoir un joli camion. Donc voilà, vous voyez, comme quoi c'est pas que centré sur le domaine culturel, mais que c'est véritablement un travail en permanence que l'on peut réaliser tout le temps. Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'à remettre la chose dans un contexte plus large, et je crois que tout le monde conçoit que c'est évidemment nécessaire, on se dit, on va attendre que la société change, puis après la culture suivra. Non. Françoise Nyssen disait dans son allocution du mois de juin, la culture a un devoir d'avant-garde dans ce domaine-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'elle doit aller devant ? Il faut travailler sur les notions inconscientes, comme je viens de l'évoquer, et puis chacune et chacun a son combat. Dans le domaine de la culture, il y a un combat à mener, très certainement, bien sûr. Les inconscients, c'est aussi les absences. Au début de la soirée, j'étais à la première rangée dos au public. Maintenant, je suis avec Stéphanie et Thierry face au public. Et j'ai cherché à compter, je crois qu'il y a même pas 10% d'hommes ce soir dans le public. Il y en a, je crois, 5% à vue de nez, en comptant généreusement. C'est aussi une forme d'inconscience, c'est-à-dire les créatifs organisent, avec pas mal de travail, une très belle soirée, donc programmation. Heureusement que vous êtes là, Jean-Jacques Roth, d'ailleurs, parce que... mais pour dire que, visiblement, quand on fait ce genre de débat, des hommes aussi dans le milieu culturel ne se sentent pas forcément concernés autant. Ils se disent, ah ouais, non, mais c'est bien que les femmes s'engagent, mais enfin bon, qu'elles s'engagent, quoi. Puis on verra. Et c'est à peine exagéré ce que je dis. Donc pour dire qu'on a effectivement des inconscients qui sont... Le gros défi de la culture, ça a été d'ailleurs dit, c'est que la culture souvent s'arroge ce rôle d'avant-garde qu'elle doit avoir, et du coup ça la dispense parfois de s'auto-questionner. Exact. Et je l'ai connu comme militant étudiant dans le domaine académique, ou comme nous étions des militants de gauche dans les politiques universitaires pour démocratiser les universités, à un moment donné, nos collègues féminines nous ont dit, attention les mecs, vous, dans les comportements internes des associations étudiantes, vous êtes loin d'être exemplaires. Ce qui nous a un peu choqués au début. Donc on a aussi ce rôle-là à nos rôles respectifs, et c'est très difficile, mais c'est un combat de tous les instants. Voilà, on va demander à Philippe Bischoff, Maïto Péréane, disant effectivement de rejoindre, parce que les questions s'adressent autant à vous qu'aux politiques. Voilà, une main se dresse là-bas. Allez-y. Oui, bonsoir. Barbara Djongo, je suis la nouvelle co-directrice avec Nathalie Sugno du Grutli depuis quelques mois. Donc on fait partie des femmes nouvellement nommées à la tête des théâtres genevois. Je remercie d'ailleurs. On espère juste qu'on a été nommés pour nos compétences, et pas parce qu'on avait besoin d'une alternance homme-femme tous les 6 ans. Bon, c'est un petit joke. J'avais besoin de le dire. Non, juste, je voulais rebondir sur l'histoire de l'inconscience et des choses inconscientes qu'on dit. Juste pour dire que depuis 3 mois qu'on a commencé la saison au Théâtre du Grutli, on a tout mis au féminin. Que ce soit dans les textes qu'on écrit dans les programmes ou quand on accueille les gens, on dit merci d'être venues aussi nombreuses, merci à toutes. Et tout est au féminin, on a inversé la règle, le masculin l'emporte, on dit c'est le féminin qui l'emporte. Du moment qu'il y a une femme dans un binôme, c'est le féminin qui l'emporte. Je dis pas ça parce que pour nous envoyer des fleurs, c'est pas ça, mais c'est parce qu'on travaille sur l'inconscient aussi là-dessus, et le théâtre, le monde des arts vivants, c'est aussi un lieu de la parole, de l'écrit, et c'est à travers la parole et les écrits qu'on peut aussi changer les mentalités des gens. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Et aussi dire qu'il y a 80%, un peu plus de 80% de femmes dans la programmation du Théâtre du Grutli qui sont porteuses de projets, metteuses en scène, autrices, comédiennes et créatrices. Voilà, je voulais juste dire ça. Donc la culture à Genève, pour les femmes, c'est en bonne voie, en tout cas, si on continue dans ce genre de pratique. Voilà. Merci. D'autres je crois que c'était plutôt... Ça n'appelle pas forcément de réponse, si je comprends bien. D'autres personnes lèvent la main là-haut ? Oui.
Bonsoir. D'ici, on ne vous voit pas. Donc, Pardon, si vous oui, je suis pouvez vous désolé. présenter, c'est formidable. Mathieu Bertholène, directeur du Poche. Je suis désolé d'être un homme et de parler ce soir. D'être un des rares hommes. J'ai pas mis de gilet en plus, donc j'ai vraiment honte. Et veuillez m'en excuser. Mais je voulais quand même rappeler que c'est pas parce qu'on est un homme qu'on peut pas s'intéresser à cette question-là. Ça fait 4 ans que, c'est la 4e saison au Poche. Sur les 4 saisons que je dirige, on a eu non pas une parité, malheureusement, on a eu une majorité absolue de femmes qui ont été programmées, autant auteurs, que metteurs en scène, qu'acteurs, actrices, du coup, dans le cas présent. Et quelque chose auquel faisait référence Anne Bizan, aussi les rôles qui ont été joués ont été majoritairement des rôles de femmes. C'est donc des femmes qui ont été mises en avant. Il y a un penchant ou un pendant qui va avec ça, c'est qu'on a aussi programmé majoritairement des émergentes, parce que ce qui a un peu été évoqué, c'est que dans les écoles, absolument, mais pas seulement majoritairement, il y a, je vais presque dire, il n'y a que des femmes. Et je ne veux pas parler des actrices, parce qu'il y a effectivement toujours une parité chez les acteurs, mais dans la mise en scène, chez les auteurs, chez les techniciens du spectacle, même en lumière, mais même en son, c'est une majorité de femmes qui sortent des écoles, et que du coup, à partir du moment où on commence à s'intéresser à cette émergence-là, on a forcément une majorité de femmes qui sont programmées, et que ce n'est pas du tout difficile. Donc je reproche beaucoup aux autres directeurs et directrices de théâtre qui me disent « mais c'est difficile de programmer des femmes ». Ce n'est pas vrai, c'est juste que ça demande une responsabilité, et c'est à cet endroit-là que ça implique la responsabilité du politique, et c'est la question que je vous pose à vous les politiciens, qui êtes responsables, envers qui je suis responsable du théâtre que je dirige. Nous sommes concrètement, les valeurs sur lesquelles nous sommes évalués sont des valeurs qui sont très précises. Effectivement, on n'a pas de valeur, combien de femmes doivent être programmées, mais le fait de programmer des femmes, et je m'en excuse, mais si on programme des femmes, majoritairement ce sont de jeunes femmes, parce qu'il y a encore très peu de femmes metteurs en scène très reconnues, c'est aussi majoritairement des gens qui sont moins connus. La particularité évidente, si je parle des auteurs de théâtre, parlez-moi d'une auteure de théâtre qui est extrêmement connue et qui a attiré les foules dans un théâtre. Ça n'existe pas. C'est évidemment plus facile de remplir un théâtre avec un Racine ou un Molière. Voilà. Donc si on est dans l'émergence et qu'on veut programmer des auteurs, ça remplit moins un théâtre. Ça remplit aussi moins un théâtre que de programmer des femmes metteurs en scène qui sont majoritairement jeunes. Ici, particulièrement à Genève, il y a très très peu de femmes metteurs en scène qui sont très très reconnues. C'est aussi beaucoup plus facile de remplir avec des stars parisiennes qui sont majoritairement des hommes. Voilà, tout ça a des conséquences chiffrées qu'il faut compenser d'une manière ou d'une autre. C'est un travail sur la durée, c'est un travail complexe, mais c'est un travail qui demande une forme de responsabilité. Et face à cette responsabilité-là, on se retrouve par rapport à des chiffres, et c'est à cet endroit-là que les politiciens, vous les responsables politiques, vous pouvez faire quelque chose, par exemple. Oui. Non, mais plus sérieusement, Mathieu Berthollet a raison de rappeler que, et nous essayons d'y être attentifs, que les évaluations, parce que je parlais de convention de subventionnement, si on introduit des critères, on les évalue à la fin. On le fait avec le partenaire subventionné. En général, d'ailleurs, c'est des évaluations partagées. Il arrive qu'il y ait des points de désaccord, mais c'est rarement des sanctions immédiates. Par contre, ça engage une vraie discussion. Et c'est clair que ces évaluations doivent être aussi bien quantitatives que qualitatives. Mathieu Berthollet fait évidemment référence aux critères quand même principal, tôt ou tard, à tort ou à raison, c'est le public, le taux de remplissage de la jauge. C'est que là que c'est un critère important, on ne peut pas, disons, l'ignorer. Et à contrario, on doit tenir compte aussi d'autres facteurs, si par exemple il y a un effort particulier qui est fait dans un domaine. Et c'est la responsabilité de faire des évaluations de manière, je dirais, intelligente et nuancée. Anne Bizan, j'avais envie de poser la question. Quelle serait, d'après vous, la mesure politique la plus importante, la plus immédiate, la prioritaire par rapport à cette problématique? Ce serait des quotas, ce serait des seuils, ce serait des subventions sous conditions, ce serait des bonus pour ceux qui respectent davantage les parités. Toutes ces politiques existent d'une manière ou d'une autre ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je pense qu'il y a effectivement des mesures incitatives qui peuvent être très, très utiles. Et je pense aussi au cahier des charges simplement des directions. Il faut que ça soit dans le cahier des charges des directions artistiques de veiller à cette question de représentation égalitaire entre les artistes femmes et les artistes hommes. Après, ce que soulève aussi Mathieu, que je pense très important, c'est la question aussi du sens et de ce qu'on raconte. Parce que Thierry Apotello avait l'honnêteté de dire que le monde politique, au fond, se contrefout de cette question, à vrai dire. Nous qui nous réunissons régulièrement avec nos homologues directeurs et directrices de théâtre, on pourrait dire qu'il n'y en a pas beaucoup non plus qui s'y intéressent de très près. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de ne pas mettre de femmes dans une distribution, Dieu merci, c'est un peu tabou, ça se voit et c'est moche.
Mais par contre, qu'est-ce que racontent les uns et les autres sur la question homme-femme? Ça reste quand même encore très flou. Et je pense que moi, par exemple, quand on me dit « Ah, c'est super, on va voir ce spectacle, il est super joli, j'y vais en me disant « Bon, bah, très bien ». Et que je vois la manière dont le metteur en scène, qui a eu beaucoup de succès et dont tous les programmateurs rêvent d'accueillir le spectacle, finalement, a traité les femmes d'une manière idiote, complètement dépassée et met en valeur des comportements masculins nuls, je me dis qu'on n'avance pas. Et c'est vrai que la question de la représentation, qu'est-ce qu'on représente sur les scènes aussi? Quel modèle? Elle est tout aussi importante. Et ça, c'est évidemment encore plus subtil, encore peut-être plus difficile à percevoir, mais premièrement, je pense qu'effectivement, il y a vraiment... Je crois que c'est pas compliqué de mettre ça dans un cahier des charges de direction, tout simplement. Et puis après, effectivement, il faut être critique. Il faut être critique. Et là, c'est vrai qu'on a perdu du terrain aussi avec une presse un peu exsangue sur la question notamment de la critique. Je pense qu'il faut qu'on invente aussi autre chose, parce qu'il reste deux critiques et demi, je crois, en Suisse romande, qui ne peuvent évidemment pas parcourir l'ensemble du territoire pour amener justement ce regard et différents regards. Je pense qu'il faut qu'on prenne en main cette question en voyant peut-être, en créant peut-être des blogs critiques. Il en existe un au sein de l'université, je crois, de Lausanne. Il faudrait qu'il y en ait davantage et que ces questions fassent aussi partie des questions qui sont soulevées de manière critique. Merci. Il y a encore des lois qui se tendaient. Oui. Pardon, on va commencer là-haut et ensuite. Très bien. Bonsoir. Alors, moi, je voulais profiter justement de la question de Monsieur Roth pour intervenir. Je m'appelle Marie-Ève Musy, je suis comédienne et autrice et membre de la commission romande de SWAN, qui est le Swiss Women Audiovisual Network. Alors je dis le parce que c'est un network, mais en vrai c'est une association. Avec moi sont présentes Yolanda Herradi et Anna Castagnova, qui sont aussi membres de SWAN, du comité exécutif et de la commission romande. Alors j'interviens à la demande d'Anne-Claire et Dominique, merci beaucoup, parce que justement elles nous ont dit, vous faites des trucs, vous arrivez à trouver des solutions à droite, à gauche. Est-ce que vous pourriez venir en parler dans le monde audiovisuel? Comment vous arrivez à essayer de faire bouger les choses en Suisse? Alors, SWAN est donc une association qui a vu le jour en 2015 suite à l'apparition de chiffres. On y revient à ces données, de chiffres sur... Donc, c'est une étude de genre, en fait, qui traite de tous les films qui sortent au cinéma et qui ont reçu des subventions autant au niveau régional que national. Et l'étude a révélé donc effectivement des énormes discriminations envers toutes les scénaristes et les réalisatrices, à savoir que là, le chiffre du début, c'était 20%, mais j'ai un chiffre précis aussi de fin de parcours. Pour les sorties en salle au cinéma, on arrive à 12% de films réalisés par les femmes en 2010 et 2014. Donc voilà, on s'est dit ça va pas, il faut qu'on fasse un truc. Et donc on s'est réunis en réseau et on mène des actions comme par exemple on a fait signer au Festival du film de Locarno la charte pour la parité, comme celle qui a été signée à Cannes, au Festival de Cannes en mai dernier. Et comme il n'y a pas non plus d'autres chiffres que dans le monde du cinéma, on s'est dit on va se relever les manches et on va nous collecter des données. Alors, il ne s'agit pas du manifeste des Allemands du bottin de téléphone, là, parce qu'on était deux et en fait, on a fait 10 pages. Mais on a pu analyser les séries qui ont été produites par la RTS sur les 10 dernières années. Et il s'est avéré que ce n'était pas non plus incroyable, à savoir qu'il y a une série sur 5 qui est réalisée par une femme, une série sur 5 qui est produite par une femme, une série sur 4 qui est écrite par une femme. Donc le monde audiovisuel ce n'est pas non plus très exemplaire, mais avec ces chiffres, on a pu demander à la RTS de passer à l'action, un peu sur le modèle de l'OFC. Monsieur Bischoff en a parlé tout à l'heure. Effectivement, l'OFC a pris des mesures suite à la première étude de genre parue en 2015, à savoir à qualité égale
privilégier un projet de femme. Ou encore, je donne 2-3 exemples, je n'ai pas la liste sous les yeux, mais il y a ça, il y a par exemple promouvoir des postulations féminines, parce qu'aussi à la base, le problème est là, c'est qu'il y a moins de postulations féminines quand il s'agit de porter un projet au niveau des pourcentages. Et il y a aussi, par exemple, privilégier la mixité dans les équipes créatives, ce qui ne paraît pas très compliqué, mais voilà, on a un peu lancé ça à tout va, puis ça bouge, on essaye de faire bouger les choses. Simplement, effectivement, il faut juste se relever les manches, quoi. Est-ce qu'une de mes collègues veut ajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste rajouter que compter, c'est vraiment la base, c'est le point de départ. Parce qu'il y a beaucoup qui croient, ouais, chez nous ça va, mais quand on compte et quand on a les chiffres, il y a beaucoup de surprises. Donc, c'est ce que je veux surtout dire. Ceux qui décident, allez compter et ensuite réfléchissez ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Merci. Il y avait une main tendue là à vous. Oui, en parlant de compter et ensuite comment on met en action cela. Et moi, j'ai été frappée dans l'expérience que j'ai vécue moi. Si on est une femme actuellement et qu'on travaille depuis des années ici, il vaut mieux être très jeune et émergente. Sinon, il n'y a aucune chance. Je veux dire, voilà, aucune d'entre nous qui travaillons depuis des années là et qui avons eu l'occasion, quand on a eu la chance, qui est mon cas, de se produire comme par exemple dans cette maison, ce qui était pour nous la plus grande des surprises. Alors autant vous dire qu'on a cru que c'était une blague. Je veux dire, quand on a été appelé par Hervé Loachemol et Thibaut Janton en disant « Ah ben, on a vu votre travail, ça nous intéresse, venez nous raconter », on a cru que c'était une blague. Donc on est venu, on s'est produit. Ici, on a eu un projet sur 3 ans, ce qui était aussi inespéré. On a fait notre 2e saison l'année dernière. Aucun directeur de théâtre, aucune directrice de théâtre genevoise. Aucune. Je veux dire, c'est quand même extravagant. Ça veut dire qu'après, quand on doit présenter son travail, on nous dit « Ah ben oui, mais on n'a pas vu ce que vous faites. » Ben oui, mais il faut venir voir. Il faut absolument venir voir. Je veux dire, parce que sinon, on ne peut pas simplement montrer sur dossier ce qu'on fait parce qu'on n'est personne. On est tout simplement personne. Et ça sera vrai aussi pour celles qui arrivent, sauf celles qui ont le vent en poupe et qui ont la chance d'avoir un nom ou des rencontres, ce qui effectivement existe, heureusement. Donc, comment est-ce qu'on agit par rapport à ça, au-delà des demandes qu'on fait aux politiques, nous-mêmes dans notre propre milieu, pour faire bouger les choses? Si les directeurs de théâtre n'ont pas le temps de venir voir ce que j'entends, je veux dire, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils voient d'autres choses que ce qu'ils connaissent? Merci. Encore une intervention ici. Moi, j'aimerais juste te dire, c'est une remarque personnelle. Je n'appartiens pas actuellement au monde du spectacle ou de quoi que ce soit. J'adore le théâtre, j'adore tous les arts. Je suis née en 1940. Nous sommes en 2018. Et je peux vous dire quand même que le saut est impressionnant. Et je voudrais là dire quelque chose aux créatives, à ce festival extraordinaire que vous avez créé. Je trouve que vous faites un boulot incroyable. Nous avons eu des débats, nous avons eu toutes sortes d'occasions de parler de notre problème de femmes. Moi, je suis féministe, mais une vieille féministe. Je ne peux pas dire que je me bats tous les jours, parce que quelquefois, je suis complètement découragée. Et je pense que quand vous parliez de l'éducation des enfants, il y a encore beaucoup de boulot. Mais il y a eu beaucoup de boulot. Et quand j'entendais Anne Bizan parler, mais moi, ça me bouleverse. Ça me bouleverse, parce que les choses ont quand même beaucoup changé. Alors, les femmes, allez-y. Moi, je n'ai plus ma place là. C'est vous, les jeunes, qui reprenez... Et je voulais remercier aussi la comédie qui nous accueille. Alors, bravo les créatives et bravo la comédie. Et merci de nous accueillir. Ça pourrait être le mot de la fin, mais il nous reste 5 minutes, donc on va quand même en profiter. Moi, j'avais une question, s'il n'y a pas d'urgence... Ah, il y a encore une main qui se lève. Je pose une petite question et après je vous donne la parole, ça vous va? C'était pour les responsables, au fond, que ce soit Anne Bizan, que ce soit Natacha Kouchoumov, Mathieu Berthelet. Quand vous faites une politique active de promotion des femmes au sein de votre institution, de vos théâtres, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'elles répondent oui? Est-ce qu'il y a des obstacles, simplement des femmes vis-à-vis d'elles-mêmes, à oser, au fond, venir, prendre leur place? Est-ce que vous devez aller les convaincre, ou est-ce qu'au fond, elles n'attendaient que ça quand vous les sollicitez?
Ah non, je crois qu'on n'a pas besoin de les convaincre. Je crois qu'on est en train aussi d'évoluer. Moi, je pense que les choses ne changent fondamentalement pas, mais elles évoluent. Et c'est vrai qu'on a aussi affaire à des générations aujourd'hui d'artistes et de metteurs en scène qui ont la chance de pouvoir faire des formations. Je pense notamment à la manufacture en master de mise en scène. Je pense que c'est une chose qui ne peut qu'aider en fait la promotion des femmes dans la culture, parce qu'elles arrivent pas comme ça. Voilà, elles arrivent avec un diplôme. Donc les gars en face sont un peu obligés de les regarder normalement. Et voilà, donc non. Mais par contre, c'est vrai que voilà, il y a encore un immense travail de sensibilisation à faire dans la profession. Moi, j'ai heureusement une équipe au TPR qui a le sens de l'humour. Donc, maintenant, on fait beaucoup de gags sur mon féminisme, en fait. Et puis, je suis souvent devancée par mon co-directeur administratif et financier sur une manière de voir les choses. Mais il y a aussi ça, il y a aussi ça, une sorte de culture à l'intérieur des théâtres qu'il faut aussi bouger, mais c'est possible. Donc, je ne sais pas ce que Natacha pourrait dire quelque chose là-dessus. Moi, ce que je note, c'est que j'ai l'impression que les femmes exigent beaucoup d'elles-mêmes, et que du coup, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup d'artistes qui proposent un projet plus modeste, qui implique peu d'acteurs et d'actrices, en disant « j'attends d'être prête pour passer au grand plateau ». Et du coup, ça a pu arriver, et on a envie de dire « mais allez-y, proposez-nous des projets avec plus d'acteurs pour ces artistes qu'on a pu aller chercher parce qu'on les trouve intéressantes ». Donc ça, j'ai pu le voir, je pense qu'il y a une grande demande. Je voulais juste rajouter quelque chose qui n'a rien à voir. Dans les écoles, on disait qu'il y a une parité, il y a beaucoup plus de femmes. Par exemple, les concours de comédiennes, il y a très peu d'hommes et il y a presque que des femmes qui postulent. Et on prend après moitié hommes, moitié femmes. Là, à la manufacture, on voit des metteurs en scène, c'est presque que des femmes qui sont metteurs en scène. Donc vraiment, il faut attendre le résultat. Moi, je suis très curieuse de voir, est-ce que ces femmes, j'en vois certaines qui sortent de la manufacture comme comédiennes, où clairement, elles ont dans les comédiennes, elles ont on va dire une nature de metteur en scène, qui vont se retrouver assistantes, puis dramaturges, et puis parfois, pourquoi elles ne passent pas le cap, je ne comprends pas. Donc ça, c'est des choses qu'il faut interroger, questionner. Pourquoi elles passent pas, est-ce qu'elles s'autocensurent, ou est-ce qu'elles ont une exigence sur elles-mêmes qui est telle voilà, ça c'est... Et l'autre chose, c'est, je voulais aussi dire que là, vous avez dit que dans la salle, il y avait beaucoup de femmes. Alors aujourd'hui, c'est les créatifs, mais il faut savoir qu'il y a tout le temps beaucoup de femmes au théâtre. Et que les lectrices sont des femmes, les spectateurs de théâtre sont des femmes. Je veux dire, sans femmes, il n'y aurait pas d'art. Parce que c'est les consommatrices d'art sont les femmes. Donc on travaille pour un public quasiment exclusivement... Pardon, je me lève, mais ça m'énerve. Exclusivement féminin. Et c'est vrai que c'est assez terrible. Moi, chaque fois que je vois l'entrée de la comédie, je me dis, mais putain, s'il n'y avait pas de femmes, il n'y aurait pas de théâtre. Tout fermerait, quoi. Où sont les hommes ? Où sont les hommes ? Où sont les hommes ? Voilà. Bref, le débat est... C'est tout ce que j'ai à dire. Pardon. Ils sont au foot. Et c'est qu'une demi-plaisanterie, malheureusement, puisque je m'occupe de culture et de sport. Et on a un énorme travail à faire. Je disais, effectivement, la boutade, que c'est pas qu'une boutade, c'est un fait objectif ce soir. Bon, on est au créatif, d'accord, mais qui a dit que les hommes n'avaient pas le droit d'aller au créatif ? Enfin, on a un énorme travail à faire parce que les hommes se sentent... Oui, je sais. Vous avez dit une très jolie phrase sur les quotas, les co-directrices. Vous avez dit moralement discutable, mais concrètement incontournable, ou quelque chose de ce genre. Et ça résout le problème, parce que à mon avis, il va falloir prendre des mesures plus fortes. Et c'est pas simple, parce que ça pose plein de questions. Effectivement, c'est un débat difficile. Mais si, comme dit Natacha Kouchoumov, c'est essentiellement des femmes qui s'intéressent au théâtre en particulier, aux arts de la scène, des deux côtés, donc public et scène, et métier, ça veut dire qu'on a un énorme travail à faire vis-à-vis des hommes, pour que les hommes rentrent dans ces scènes, dans ces lieux, pour qu'ils s'intègrent dans ces discussions, brisent les inconscients aussi de ce type-là, qui sont très forts. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je dis, j'avais un souvenir de la période dont je m'occupais d'affaires académiques, là je suis en politique. Ça reste malheureusement vrai que face à un obstacle, un homme va se dire que c'est la faute des autres et une femme va se dire que c'est sa faute, ou que c'est elle qui n'est pas assez bonne. Et Christiane Brunner avait eu cette phrase, je crois que c'est elle qui avait dit une fois, le jour où une femme médiocre se vivra aussi bien en politique qu'un homme médiocre, l'égalité sera réalisée.
Évidemment, elle avait beaucoup choqué à l'époque. Pour formuler comme ça, évidemment, il y a un côté très provocateur. Mais encore aujourd'hui, en tout cas en politique, c'est flagrant, quoi. Je veux dire, ça se régulie peu à peu, mais pas très vite. Donc là, il y a un énorme travail à faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis inquiet parce que si je prends quelque chose qui est à cheval entre culture et sport, qui sont les sports urbains et les danses urbaines, c'est-à-dire que les jeunes, entre le skatepark, le hip-hop, au skatepark, les mecs sont dedans à faire des prouesses et les jeunes femmes sont en train d'applaudir sur les côtés. Et lorsqu'on a la ville de Genève obligée, le 8 mars en l'occurrence une fois avec mes 2 collègues concernés, Mme Alder et Mme Salerno, à faire une journée des filles au skatepark, déjà on a dû trouver des skateuses qui osaient se lancer, on a dû chercher aux 4 coins de l'Europe, et obliger les mecs à sortir du skatepark, et ils étaient furax. Mais ça passe aussi par là, hein, quand je dis que c'est une lutte de pouvoir. Et là on est à cheval parce que c'est tout un monde, et c'est des jeunes, donc on dirait que les jeunes sont progressistes, malheureusement pas forcément. Je crois qu'elle avait emprunté la phrase à Françoise Giroud, Christiane Brunner. Il y a encore des mains. Alors on va faire vite. Il y a madame qui était d'abord et ensuite à vous. Je me mets là pour voir tout le monde, parce que j'aime bien voir les gens. Bonsoir, Jacqueline Ricciardi, comédienne, artiste, performeur, ça c'est pour la partie visible. Pour la partie invisible, je suis également mère de famille, et je tiens à le préciser. Au centre de mes préoccupations toujours, je dis ça parce que ça fait écho, quand vous posiez la question, Monsieur Roth, quand on mettait en parallèle le changement dans la culture qui peut amener un changement dans la société et vice-versa, je trouve que tout est lié en ce qui me concerne. Par exemple, le fait qu'il y ait très peu de femmes qui soient représentées en politique font que des décisions peinent à se mettre en place. Quand vous dites, Monsieur Apothelos, que les politiques ne veulent pas céder la place aux femmes, je suis parfaitement d'accord avec vous, que ça soit au niveau politique ou non. Par exemple, moi, jeune fille, le féminisme, ça m'intéressait moyen. Je suis devenue féministe quand je suis devenue mère, parce qu'il y a eu vraiment un changement dans ma vie, et c'est là que je me suis vraiment pris les inégalités dans la figure. Par rapport à ça, je parle de ça aussi parce qu'on parle de personnes, de créatrices, etc., qui feraient des demandes, qui font des demandes pour des projets, etc. J'ai envie de parler de toutes les invisibles qui ne le font pas, parce que structurellement, c'est compliqué. Parce que, par exemple, on n'a toujours pas un congé paternité qui permettrait aux jeunes parturiantes, disons, de continuer à travailler, que souvent on est bloqué, que moi j'ai vécu très très mal et très tristement ces moments de solitude où j'étais seule avec 2 enfants en bas âge et que je me voyais parfaitement incapable de travailler. Donc, si vous voulez, il y a plein de projets qui sont au fond de plein de femmes, plein d'œuvres d'art qui sont au fond de plein de femmes et qui n'émergent jamais et qui font même pas partie des statistiques qu'on voit là. Donc quand il y a 20% de femmes qui font des demandes de sub pour un spectacle ou un truc comme ça, il y a toutes celles qui arrivent même pas à ce niveau-là. Et je tenais à témoigner pour elles, en fait. Voilà. Ouais, merci. D'autre part, comme il me semble qu'on est un peu à la fin de la soirée, je me permets de faire un petit insert sur la grève des femmes, la grève féministe qui se prépare le 14 juin prochain. Donc, je voulais dire à toutes les personnes intéressées à participer, donc quand je dis toutes les personnes, je ne dis pas seulement ces dames, hein, on est d'accord, le féminisme n'est pas un truc de bonne femme, quoi. Allez-y les gars, remontez les manches, on en a marre de bosser toute seule, quoi. Positionnez-vous, excusez-moi de vous appeler comme ça, mais vraiment, là, on peut plus, tant que ça sera comme ça, il y aura cette opposition. Nous, on accueille volontiers et on en a juste marre qu'on remette en question ces revendications. On n'en est plus là, quoi. Qu'on vienne pas nous dire que présenter que des nanas, c'est un truc sexiste. C'est pas possible, ça a été le cas pendant des années. Qu'est-ce qu'on doit dire, quoi? Donc moi, je suis fâchée perpétuellement. Je vieillis prématurément à cause de ça. Enfin, voilà. Donc, je voulais juste dire à toutes les personnes intéressées par cette grève qu'on attend, on attend beaucoup de cette grève, parce que j'aimerais vraiment, on est beaucoup et nombreux à vouloir ça, que tout le monde descende dans la rue, vraiment. Et donc ça aura lieu le 14 juin. Et pour les personnes intéressées, j'avais mis ça, mais je ne retrouve jamais cette adresse mail. On peut s'inscrire pour recevoir les newsletters
Quelqu'un peut m'aider? Est-ce que c'est Grève féministe 2019 Genève, tout attaché en minuscule, @gmail.com, c'est ça? Ok, donc je répète. Parfait. Pour toutes celles et ceux qui voudraient recevoir les informations ou participer à cette manif, donc c'est Grève féministe 2019 Genève @gmail.com. Merci de votre attention. Merci. Grève féministe 2019 @gmail.com. Alors, je rends hommage à votre colère et j'ai emmené ce soir un homme et il a quelque chose à dire. Oui, merci. Je viens de Nîmes, en France, et donc je suis pour plein de combats. Gilets jaunes samedi, parce qu'il y a pas mal de soucis. Mais je suis justement très sensibilisé sur la question féminine, parce que, déjà, je suis allé en Afrique, en Maghreb, et j'ai vraiment été scotché. C'est aussi, je voulais remettre un peu le sujet d'une façon plus globale. C'est vrai qu'on prend un peu de distance quand on regarde sur la planète tout ce qui se passe, mais il y a des situations encore plus extrêmes, ce qui ne permet pas de minimiser ce qui se passe en Europe, bien sûr, et j'y arrive, mais j'ai vraiment été scotché de voir ce qui se passe pour les femmes en Afrique, ce qui se passe pour les hommes, et au Maghreb, en Espagne, et après en France, en Espagne, en Suisse. On voit qu'il y a des histoires de rôle, de genre, et là, j'en arrive à un point qui m'intéresse vraiment, c'est que même nous, les hommes, on est relégués dans des rôles, les femmes aussi, les enfants, toute l'éducation empathie, et c'est là qu'il y a un travail énorme à faire. Alors, par rapport au reste du monde, je pense qu'on a peut-être un exemple à donner, un combat à mener, même si on est avancé, mais il y a encore un boulot énorme. Et effectivement, je pense que, moi aussi, je regrette drôlement qu'il n'y ait pas plus d'hommes, parce que je crois que ça avancera que si... les femmes et les hommes, on bosse là-dessus ensemble. Et on a tous vraiment intérêt à ce que ça progresse, parce que la société ira mieux si elle est plus équilibrée, s'il y a des sensibilités féminines, masculines, le yin et le yang, qui gèrent la société, qui s'impliquent dans la société. Et nous, même les hommes, on subit certaines choses du machisme, etc., et la question des genres. Voilà, moi je suis tombé un petit peu... dans la marmite petit en faisant du clown et en adoptant un personnage féminin. Et c'est vrai que je me rends compte de plein de choses avec ce travail-là. Donc je suis vraiment de tout cœur avec vous. Et j'espère effectivement que les hommes... J'ai pas entendu d'ici, désolé. Merci beaucoup. En tout cas. Merci pour votre intervention. C'était plus une on va pas laisser le question. dernier mot à un homme, ça c'est pas possible. On est bien d'accord avec ça. Ouais, donc s'il y a une dernière femme qui veut prendre la parole, allez-y et après on va clore parce qu'il y a toute une suite encore de la soirée. Vous demandiez la parole depuis un sacré moment, vous. Suivez-moi. Alors oui, les deux derrière. Alors bonsoir, je suis Rosine B, je travaille au Festival Antigel, assistante de direction et responsable production. En fait, je voulais rebondir un petit peu sur 3 points ou 3 pensées sur cette question de quotas, et je trouve qu'il y a un discours qui s'est normalisé assez insupportable, mettant en opposition quotas et compétences, et c'est faux, nous sommes là, voilà. Le deuxième point, c'est sur cette question aussi peut-être d'indicateurs paritaires ou de quotas aussi, c'est qu'effectivement, il ne faut pas rentrer dans le vice juste des chiffres et peut-être croiser avec des données plus qualitatives, c'est-à-dire que s'il y a 50-50 femmes-hommes, par exemple, dans une programmation musicale, il faut peut-être regarder aussi combien elles sont payées et à quelle heure elles passent. Et troisièmement, la question de la communication et peut-être de ce qui est audible, et je rebondis à ce que disait Barbara, l'importance des récits. Écoutons-nous et osons parler, ayons confiance en nous, mais de manière plus aussi visible sur, par exemple, les documents administratifs ou la communication des festivals, cette question de l'écriture inclusive, parce qu'on a eu l'habitude de dire bonjour à toutes et à tous, mais ensuite on ne vient pas à certains et certaines festivaliers et festivalières, donc allons un peu plus loin. Voilà. Merci.
Alors, moi, je suis étudiante en études genre et performeuse. Et j'aimerais rebondir en fait sur cette importance des chiffres, puisque c'est revenu à plusieurs reprises et qu'on a des politiques présents. Les chiffres en sociologie, c'est très important. On se base quand même là-dessus. Après, en politique, malheureusement, de ce que j'ai pu voir aujourd'hui, c'est est-ce que ce ne serait pas une manière, comme on n'a pas les chiffres, de ne pas agir. Donc, c'est-à-dire... Voilà, non, mais on est d'accord, c'est-à-dire on n'a pas les chiffres. Ah bah alors on fait rien tant qu'on n'a pas de chiffres. Non, je suis pas d'accord. Et puis j'aimerais aussi rebondir sur Pro Helvetia, sur cette étude qui va être mise en place. J'aimerais poser la question, elle vient d'où cet impulse? Ça vient d'où? C'est qui a décidé de faire et sous quelle tension et sous quelle demande? Ça, c'est vraiment une question que j'aimerais savoir. Je peux très volontiers répondre à votre question pour la dernière. C'est d'une part une volonté interne de changer et d'aller vers une action là où on observe qu'il y a des choses à changer. Puis après, il y a 2-3 initiatives que vous connaissez peut-être. Helvetia Rock, très important, de la musique populaire, qui a déjà lancé une petite étude qui personnellement m'a contacté si on peut faire ça à un niveau plus grand. Donc on a essayé de mettre ensemble les énergies qui existent de plusieurs, disons, directions pour en faire une étude commune au lieu d'investir à plusieurs niveaux dans des études, disons, plus petites, plus restreintes. Donc c'est vraiment l'essai de mettre ensemble une énergie que moi j'observe, que je pense qu'elle est là, mais qu'il faut, ça avait été mentionné, je trouve ça très important, qu'il faut des ressources, de l'argent pour le faire. Et nous, on se dit, au niveau de la Confédération, c'est le moindre qu'on peut offrir. On a des ressources, on a de l'argent, donc on peut le faire. Voilà. Donc c'est un mélange de convictions personnelles, convictions institutionnelles, mais aussi de demandes qui nous sont parvenues. Voilà. Mais j'observe que personne n'a parlé de MeToo, hein, qui a pourtant été considéré partout comme un déclencheur, comme d'action. Ça n'a pas du tout joué de rôle dans votre décision. Okay. Mais de manière globale, oui, c'est clair, parce que ça a été dit, la société civile joue un rôle crucial avec l'énergie de la société civile, c'est-à-dire largement bénévole, avec des moyens de bord. Et ça doit continuer. La grève des femmes de juin 91, lapsus, parce que j'ai participé à l'époque, j'avais un panneau. En 91, ça date un peu, ça ne me rajeunit pas. Mais la grève des femmes de 2019 va aussi jouer un rôle clé, notamment pour un Parlement fédéral qui reste extrêmement masculin et réactionnaire. On l'a vu sur le congé paternité, entre autres, ou l'égalité salariale. C'est caricatural, donc le boulot continue. Maintenant, par rapport à votre remarque sur l'absence de chiffres comme prétexte pour rien faire, je pense que les 3 politiques ici présents bougent sans nécessairement avoir de chiffres, mais après on a affaire à des parlements. Et alors dans les parlements, c'est vrai, tout à fait, que l'absence de chiffres est un prétexte pour rien faire, et quand on arrive avec des chiffres, ils trouvent toujours encore des prétextes pour dire que nos chiffres sont mal faits, ou que c'est incomplet, mais tu sais quand même, etc. Mais ça aide quand même d'avoir des chiffres. Mais c'est pas un prétexte pour rien faire à notre niveau exécutif, c'est clair. Ok, je crois qu'on va s'arrêter là, on a largement passé le temps. On va demander aux co-directrices et créatives de conclure. Et bien voilà, la soirée s'achève. En fait, pas tout à fait, puisqu'il nous reste à vous remercier, vous, public, vous, nos invités du soir. Et en fait, on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle pour le festival, c'est-à-dire que si la convention demande une parité dans la programmation, nous, on risque pas d'avoir une convention. Ce qui est un peu embêtant. Je ne sais pas si vous n'avez pas une exception pour nous. Mais... La bonne nouvelle, c'est que maintenant, on vous attend en bas. Il y a un buffet, il y aura de la musique et on espère bien continuer la discussion avec vous. Merci.